La démarche sera présentée avec des témoignages de professionnels qui sont déjà engagés dans ce dispositif et nous laisserons bien entendu une place importante aux questions-réponses qui sont souvent la clé et de tous les débats et peut-être aussi l'ouverture vers des réponses très, très rapides et une action très rapide. Il y a seulement quelques années, rappelez-vous, lorsqu'on parlait d'écologie, d'éco-responsabilité, on ne voyait que des clichés et des contraintes réglementaires qui nous empêchaient de vivre. Je pense par exemple aux toilettes sèches, des achats en vrac, de la lessive maison, ça nous semblait un peu bizarre, on va dire ça comme ça. Désormais, certaines de ces valeurs sont admises, que ce soit dans la société comme au sein de la filière tourisme. Les déplacements doux, l'alimentation locale de saison, les circuits courts, la conscience forte de la défense de l'environnement. Le vocabulaire, c'est aussi les labels autour de tourisme durable, transition écologique, ou qui ont quitté la sphère militante pour se généraliser et entrer dans le commun. La crise sanitaire a accéléré le processus, faisant émerger une prise de conscience généralisée chez les professionnels du tourisme, tant institutionnels que privés, mais aussi chez nos visiteurs. Les acteurs de la filière tourisme se doivent donc de repenser en profondeur leurs pratiques, activités, organisations en faveur d'un tourisme durable. Ils doivent s'engager dans une activité à proprement parler responsable. Ils doivent organiser le tourisme autrement. En effet, le tourisme responsable est soucieux des questions environnementales et sociales, synonyme d'emploi et de ressources pour les territoires, mais aussi d'échange, d'épanouissement personnel de tous, résidents et visiteurs. Alors, que se passe-t-il spécifiquement dans les Bouches-du-Rhône? La stratégie touristique du département a toujours porté le développement d'un tourisme respectueux du territoire, de ceux qui l'habitent et de son environnement. Et je dirais même que ça commence très tôt, puisque ça commence dans les écoles et c'est voulu par le département. Elle a notamment prôné un équilibre de la fréquentation dans l'espace comme dans le temps. Aujourd'hui, nous visons à aller plus loin, plus largement et de façon encore plus tangible, plus concrète. C'est un engagement national. Et Provence Tourisme est fortement engagé au sein de la Fédération institutionnelle du tourisme, des institutionnels du tourisme. Je pense à ADN Tourisme, dont nous faisons partie, n'est-ce pas Isabelle? Engagé, finalement, pourquoi? Eh bien, pour que ce réseau porte et partage les valeurs fortes du tourisme responsable et pour que ses membres agissent sur leur territoire. Et puis, comment? Parce qu'il y a le pourquoi et derrière, il y a le comment. Le travail qu'anime Provence Tourisme a débouché sur la présentation en septembre dernier du manifeste pour un tourisme responsable, 10 engagements et plus de 20 actions complètes à décliner sur les territoires. C'est un engagement interne parce qu'il convient toujours de balayer devant sa porte, bien sûr, et nous travaillons à notre propre exemplarité, tant au niveau de nos événements par une certification ISO 20121 qu'au niveau de notre politique RSE. Et enfin, un programme local pour accompagner le territoire vers la transition écologique. D'abord avec les communes, nous travaillons pour un cadre de vie préservé, de qualité. Avec les restaurants, et pour poursuivre toutes les actions initiées lors de MPG 2019, année de la gastronomie, dont on parle beaucoup et dont on parlera encore, parce que ça a été une formidable action, un formidable événement qui a été connu et reconnu, et presque toutes les villes des Bouches-du-Rhône y ont adhéré et ont travaillé.
et sans savoir ce qu'il allait nous arriver derrière en 2020. Et ça a été vraiment profitable. C'était presque c'était presque une intention pour sauver les restaurants et le monde du tourisme sans savoir ce qui nous attendait. Donc, c'est prémonitoire quelque part. Et ça nous a aidés pour mettre toute cette relance en place. Nous avions le pain et le couteau, une partie du travail était fait. Voilà. C'est donc un accompagnement vers le label écotable. Et avec vous, professionnels de l'hébergement touristique, nous souhaitons engager la démarche de labellisation éco-responsable Clé Verte. Nous avons choisi ce label pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est recommandé par l'ADEME. Il est le premier label de tourisme durable international pour les hébergeurs touristiques Green Key, mais aussi parce que l'OT de Marseille l'a choisi et le développe depuis 2020. Donc, pour la ville de Marseille, mais pas que, ça a été un exemple. Concrètement, il s'agit de réellement vous mettre le pied à l'étrier pour vous accompagner du mieux possible, comme l'équipe de Provence Tourisme sait faire, tant sur la méthode que sur le plan financier. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous remercier encore de rejoindre ce programme. Le développement durable, le tourisme responsable, c'est l'affaire de tous. Et quand certains élus m'interrogent et me disent, vous employez le mot, font plus que m'interroger d'ailleurs, mais bon, c'est un autre débat, vous employez le mot tourisme responsable, tourisme durable, mais qu'est-ce que vous allez faire de plus que nous? Ben, on va leur montrer comment on va faire. Voilà, on va faire d'abord du mieux qu'on peut et on va leur montrer comment l'action est une preuve d'amour dans ce monde. J'y crois vraiment. Soyons ensemble, donc, vous l'avez compris, pour accompagner la transition vers une économie durable et responsable en pensant à nos enfants, pas qu'au tourisme, en pensant à nos enfants et nos petits-enfants. Je passe tout de suite maintenant la parole à Isabelle Brémond. Bonjour à tous, je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter avec les personnes de Terragir le programme pour la labellisation Clé Verte. 2 mots pour vous présenter l'équipe, vous dire déjà que le tourisme responsable, c'est vraiment une priorité pour Provence Tourisme. On va présenter le schéma départemental du tourisme dans quelques jours et c'est vraiment le socle du tourisme responsable et on est vraiment heureux de démarrer aujourd'hui concrètement sur cette labellisation. Alors, on a une équipe dédiée. On a Karine que vous voyez avec un fond rouge, voilà, qui va faire un petit coucou, qui est responsable du tourisme durable au sein de Provence Tourisme. Hein. C'est elle qui va aussi travailler sur tous les labels. On a parlé d'écotable, il y en aura d'autres demain. On a ISO 20121 aussi qu'on va lancer pour Provence Tourisme. Et puis Nelly, que vous connaissez aussi, voilà, qui a piloté aussi la réunion, qui sera concrètement sur le terrain pour vous accompagner au quotidien sur vous, hébergeurs, et puis demain sur le sujet des écotables pour vous accompagner et vous permettre d'aller rapidement à la labellisation. Alors aujourd'hui, on a nos intervenants. On a d'abord Nathalie Belbossan et Mylène Hamon de l'association Terragir qui vont intervenir pour présenter le label Clé Verte. Et ensuite, parce que c'est toujours important d'être concret, nous aurons des interventions de Estelle Lebris qui est en charge de Clé Verte au sein de l'Office du tourisme et puis Aline Racine-Denoy de l'hôtel 96 à Marseille qui apportera son retour d'expérience. Et évidemment, l'essentiel, c'est de répondre à vos questions. Donc, on est tous ensemble et je vous laisse la parole, mesdames, pour présenter le label Clé Verte. Merci beaucoup. Merci, Madame Milon. Merci, Madame Brémond. On est vraiment ravis d'être là aujourd'hui avec Mylène. Donc, moi, je suis Nathalie Belbossan, je suis la directrice du pôle tourisme durable de l'association Terragir et Mylène est chargée de mission au sein de l'équipe Clé Verte. Et donc, c'est elle qui a la charge de la mise en œuvre opérationnelle de ce partenariat. Alors, chez Terragir, on croit beaucoup au partenariat avec les territoires. On a initié ça il y a pas mal d'années avec Hérotourisme. Pendant longtemps, on n'avait pas vraiment développé ces partenariats et en fait, on a mis un coup d'accélérateur depuis 2-3 ans et on est ravis que Provence Tourisme aujourd'hui rejoigne ce projet parce que vous participez à faire le lien. On est vraiment dans la conviction que voilà, ensemble, on va plus loin.
Et avec l'engagement de votre territoire, de votre ADT, on participe à mobiliser bien plus fortement les acteurs et les professionnels du territoire. Alors maintenant, on a un savoir-faire, parce qu'il y a pas mal de territoires avec lesquels on travaille. Et le but de cette réunion aujourd'hui, donc c'est une réunion de sensibilisation, c'est de présenter comment fonctionne le label Clé Verte. On a des parties opérationnelles aussi dans la présentation, et c'est effectivement qu'après, il y ait des témoignages, parce qu'on sait que c'est important pour toutes les personnes qui nous regardent d'entendre les acteurs sur le terrain dire comment ça se passe, quelle est leur expérience avec ce label. Mylène, du coup, c'est toi qui partages l'écran? Oui, je fais ça. Je te remercie. Moi, du coup, je te laisse la charge de voir à quel moment il faut dérouler les slides. Yes, ça marche. Vas-y, je pense que tu peux y aller sur la partie où on voit les 3 parties de la présentation, le slide d'après. Merci. Donc, dans un premier temps, moi, je vais vous présenter Clé Verte et aussi Terragir parce que ça me paraît important de savoir avec qui on travaille et de comprendre quelle est notre philosophie, quelles sont nos valeurs. Mylène, ensuite, vous expliquera comment candidater au label de façon très opérationnelle. Et ensuite, je reprendrai la parole sur la thématique de pourquoi s'engager en partageant beaucoup en fait, le retour d'expérience et les témoignages de nos lauréats aujourd'hui. Donc, découvrir Clé Verte. Alors, qui sommes-nous? Alors là, vous voyez qui est Clé Verte. Clé Verte, aujourd'hui, à l'international, c'est Green Key. On est présent dans 60 pays sur plus de 3000 établissements. Et en France, on a 855 établissements qui sont labellisés en France métropolitaine et en Outre-mer. Donc, ce qui fait de Clé Verte le premier label environnemental pour les hébergements touristiques et les restaurants dans le monde, mais également en France de très loin. Alors, on a été créé en 1994 au Danemark et c'est là que je vais vous présenter un petit peu qui on est. Nous, Terragir, on est une association qui est reconnue d'intérêt général et en France, on est le représentant du réseau international des fondations pour l'éducation à l'environnement, qui est un réseau qui est présent dans 77 pays. Donc en fait, nous, notre mission, c'est l'éducation à l'environnement et la mise en action de tous les acteurs de la société pour atteindre les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. On le fait en France sur 2 grandes thématiques, l'éducation auprès de la jeunesse, avec des programmes tels que les éco-écoles, qui sont aujourd'hui à peu près plus de 900 écoles en France labellisées. Et on le fait aussi au niveau du tourisme, donc le pôle tourisme durable dont je m'occupe, avec le label Clé Verte, donc pour les hébergements touristiques et les restaurants, et avec le label Pavillon Bleu, qui reconnaît les plages et les ports de plaisance durables. Ce sont vraiment nos deux grands programmes. Alors, le label, c'est un outil. En fait, pour nous, on a un programme de mise en démarche des acteurs et on se sert du label comme un outil, une méthodologie de mise en démarche et de reconnaissance et de valorisation des acteurs qui sont engagés. Donc, Green Key, ça a été créé par nos collègues danois en 1994 et repris en France à partir de 1998. Le label, il a plusieurs reconnaissances qui sont importantes. La plus importante pour nous, c'est celle du GSTC. Le GSTC, c'est le Global Sustainable Tourism Council. C'est un peu l'association qui chapeaute au niveau mondial tous les labels sérieux de développement durable. C'est pas juste une inscription au GSTC qu'on met en place, c'est qu'à chaque fois qu'on fait évoluer nos critères, et c'est le cas en 2022, on fait reconnaître l'ensemble de notre grille de critères par le GSTC qui va vérifier que ces critères ont un impact, qu'ils sont pertinents et que notre méthodologie de contrôle et d'accompagnement est également efficace. Le label Clé Verte, il est également reconnu par l'ADEME. L'ADEME a fait il y a quelques années une étude sur une centaine de labels environnementaux sérieux et impactants. Et dans ce cadre, on m'a demandé à ce que le label Clé Verte soit étudié et donc il a été reconnu dans ce cadre. Nos collègues de l'international, donc c'est l'équipe au Danemark qui chapeaute, on va dire, le label au niveau international. Elle travaille en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement et avec l'Organisation mondiale du tourisme. Et moi, je vous dirai un petit peu ensuite avec qui nous on travaille en partenariat. Vous pouvez voir sur la carte qui s'affiche la représentativité aujourd'hui du label Clé Verte Green Key dans le monde. Donc, on vient de l'Europe, donc sans surprise, on est très fort en Europe et on s'étend progressivement sur les 5 continents. C'est bon pour moi, Mylène, merci. Donc, on travaille dans une approche vraiment collaborative parce qu'on y croit en fait profondément. Donc, on a déjà des groupes d'experts de l'environnement et du tourisme, des organismes experts qui constituent le jury d'attribution du label et qui participent à différents groupes de travail, notamment par exemple quand on révise nos critères. Donc, sont invités systématiquement au jury du label Clé Verte le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui porte la mission tourisme et le ministère de la Transition écologique, ainsi
ainsi que Atout France qui nous a accueillis cette année pour le dernier jury, la CCI France. On a intégré ADN Tourisme l'année dernière au sein du jury, enfin l'année d'avant, pardon, c'est le deuxième jury auquel il participe. On a également les acteurs du tourisme durable et ensuite on a les représentants de grandes fédérations professionnelles, donc l'UNAD pour les villages et centres de vacances, le GNI pour l'hôtellerie-restauration, la FUAGE, donc HI France, les auberges de jeunesse, l'UMI aussi pour l'hôtellerie-restauration, FNHPA, UNAPAREL, FFCC pour le secteur de camping, le syndicat national des résidences de tourisme et Clé Vacances. Donc c'est vraiment un jury qui est pour nous très opérationnel et ça c'est important dans l'étude de vos dossiers parce que du coup quand il y a des questions qui se posent, on est sûr qu'on prend bien en compte aussi la réalité de votre activité sur le terrain. Merci Mylène. Alors, on travaille également en collaboration, donc je vous disais, avec des territoires. Donc, les territoires avec lesquels on a des conventions de partenariat aujourd'hui sont l'Office de tourisme Tour-Loire-Vallée, Hérault-Tourisme, Marseille Tourisme, Haute-Garonne Tourisme, Provence Tourisme, Jura Tourisme et Sarthe Tourisme, ainsi que 4 CCI en Outre-mer, l'île de la Réunion, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie et en Guadeloupe. Et on travaille également de plus en plus en collaboration avec des chaînes et des groupes qui sont engagés. Donc, c'est au niveau du siège de ces chaînes et de ces groupes qu'il y a une volonté d'avancer avec le label Clé Verte et de mobiliser les établissements qui peuvent être managés ou franchisés, ça dépend des réseaux. Donc, vous voyez tous les logos qui s'affichent, je ne vais pas tous les citer, mais il y en a dans tous les secteurs, hein, dans l'hôtellerie, dans le secteur des campings, dans le secteur des résidences de tourisme, villages vacances. Donc, on travaille de plus en plus aussi en partenariat, en collaboration avec ces acteurs. Ce n'est pas tout à fait les mêmes dispositifs qui sont mis en place que les partenariats avec les territoires, mais vraiment avec la volonté de les faire avancer. Alors, au sein de la Clé Verte, on s'engage profondément pour les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Déjà parce que notre association Terragir a passé une convention de partenariat avec l'Agence française de développement pour participer à populariser ces 17 objectifs de développement durable au sein de la société française, mais aussi nous, au sein de chaque programme, parce qu'on croit vraiment qu'on peut aller plus loin. On vient de l'environnement, mais notre but, c'est effectivement de s'ancrer dans ces 7 objectifs de développement durable qui prennent aussi en compte les enjeux économiques, les enjeux sociétaux et sociaux. Et du coup, on s'est jaugé par rapport à ces 17 objectifs de développement durable pour voir comment contribuer à chacun. Et notre ambition, c'est de s'assurer que chaque fois qu'on met en place des nouveaux critères, comme on l'a fait en 2022, eh ben, même s'ils peuvent avoir un prisme plus environnemental, par exemple, on s'assure qu'ils ne vont pas aller à l'encontre aussi d'enjeux économiques et sociaux qui sont forts pour la société. Je vous dis un mot sur le palmarès 2022 du label Clé Verte. Donc, on a un palmarès qui est annuel. Donc, on vient de l'annoncer au mois de janvier. On a 855 lauréats cette année pour le label Clé Verte en France métropolitaine et en Outre-mer. C'est une croissance de 20% par rapport à l'année dernière. On est en croissance chaque année. Le Covid n'a pas du tout ralenti. Au contraire, l'intérêt pour le label. Ça représente 25 millions de nuitées touristiques. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en progression sur toutes les régions de France et dans toutes les catégories d'établissements. Donc, le mouvement, il est assez généralisé et cette progression, pour moi, elle est aussi significative du fait que le label, dans son fonctionnement, il s'adresse à tout le monde. Mylène vous expliquera après voilà, comment fonctionnent nos grilles de critères et le fait qu'on en a différents types. Alors, dans les Bouches-du-Rhône, on a 25 lauréats en 2022. Une grande partie sont à Marseille. Ça, je pense qu'Estelle en dira un mot tout à l'heure. Et ces 25 lauréats représentent plus de 700 000 nuitées. La région PACA est la 3e région de France en nombre de labellisés aujourd'hui. Et vous avez quelques exemples en photo d'établissements qui sont labellisés Clé Verte. Donc là, voilà le détail du palmarès dans les Bouches-du-Rhône. On a 17 hôtels, dont 3 nouveaux lauréats. On a 2 auberges de jeunesse. On a 3 résidences de tourisme, une chambre d'hôte, un gîte et un camping. Voilà, qui est le plus ancien lauréat du département. Je laisse la parole à Mylène maintenant pour la partie comment candidater au label Clé Verte. Tout à fait, merci Nathalie. Donc, je vais vous montrer comment on fait un peu le premier pas dans la candidature Clé Verte. Donc, tout d'abord, en termes de critères, il faut savoir que les critères partent d'un socle commun international avec donc Green Key dont Nathalie vous a parlé plus tôt. Et donc, nous, on transpose ce socle international en France. Donc, les critères sont adaptés aux différents types d'établissements touristiques. Ça veut dire qu'on a 5 grilles différentes. Donc, une pour les hôtels, auberges de jeunesse, une pour les campings, une pour les résidences de tourisme et villages vacances, une pour les gîtes et chambres d'hôtes, et enfin la dernière pour les restaurants. Donc, ces grilles se ressemblent, vu qu'on a le socle commun.
Cependant, on a des petites différences, notamment sur les critères conseillés, mais également sur les critères impératifs, pour s'adapter vraiment aux réalités de chaque type d'établissement qui peuvent être assez différentes tout de même. Donc, je vous parlais des critères impératifs et conseillés. Les critères impératifs sont vraiment ceux qui doivent être validés pour pouvoir prétendre à la labellisation, alors que les critères conseillés, comme leur nom l'indique, ils ne sont pas obligatoires et servent plutôt à améliorer votre démarche. Donc, dans le cas d'une première candidature, ce qu'on vous conseille en général, s'il vous reste des critères impératifs après l'audit, dont je vais vous parler plus tard, c'est vraiment de travailler sur les critères impératifs d'abord et les critères conseillés d'attendre un peu, ou à moins qu'ils soient vraiment bien travaillés, mais sinon d'attendre et de vraiment concentrer vos efforts sur les critères impératifs qui représentent quand même, je pense, à peu près la moitié des grilles et donc qui représentent un travail assez conséquent. Ces grilles de critères sont divisées en 7 thématiques. On a tout d'abord la politique environnementale qui regroupe également la gestion sociale, la RSE. On a la sensibilisation de la clientèle avec également des activités de développement durable. La gestion de l'énergie qui touche à tout ce qui est gestion, équipement, chaleur et rafraîchissement, énergie renouvelable, éclairage. La gestion de l'eau avec notamment la robinetterie et des débits qui sont vérifiés. La gestion des déchets qui concerne à la fois le tri et la réduction de ces déchets. Les achats responsables qui touchent à l'alimentaire, aux produits d'entretien et à tous les autres achats, donc les meubles, les fournitures, le papier, etc. Et enfin, on a le cadre de vie qui est à la fois intérieur et extérieur, avec quelques critères. Et on a un dernier critère qui s'appelle bonne pratique, qui est conseillé et qui sert à répertorier en fait toutes les actions qui ne sont pas répertoriées dans cette grille, mais que vous voulez mettre en valeur et qui est assez importante pour nous puisqu'elle nous permet de voir ce qui est fait et c'est toujours sympa. Donc, devant cette grille de critères, on ne va pas vous laisser seul. On va vous accompagner. On a d'abord les chargés de mission clé verte, dont je fais partie. Donc, on réalise un pré-accompagnement en cas de besoin. Vous pouvez toujours nous contacter par téléphone, par email, en cas de questions sur votre dossier. Donc, le pré-accompagnement, c'est ce qui se passe avant l'audit. Ensuite, après l'audit, les auditeurs vont transmettre un rapport aux chargés de mission qu'on va pouvoir lire, analyser et sur lequel on va se baser pour vous apporter tous les conseils possibles pour vous aider à valider tous les critères impératifs pour être sûr que vous soyez labellisé et que vous ayez tout validé avant le jury. Et enfin, notamment dans le cadre des partenariats comme ici, on va animer des ateliers. Donc, par exemple, on a cette réunion de sensibilisation qui est comprise et également un atelier dont je vais vous parler plus tard également, qui va vous permettre de poser vos questions également aux chargés de mission et d'avoir un accompagnement encore plus personnalisé. Et on a également des webinaires sur les critères. Donc, on a une série de 7 webinaires cette année qui déroulent en fait toutes les grilles de critères et qui vous permet également de poser des questions et de vous expliquer comment les satisfaire, qu'est-ce qui est attendu, etc. Donc, l'audit est réalisé par les auditeurs. Donc, pendant la visite, on a un contrôle de la réalisation de chaque critère pour vérifier que vous le respectez bien, qu'il n'y a pas de souci. Au-delà de ça, les auditeurs vont vous apporter des conseils pour la mise en œuvre des critères non satisfaits, donc toujours en se basant d'abord sur les critères impératifs, mais également pour les critères conseillés sur lesquels ils sentent qu'il y a quelque chose à faire ou que ça vous intéresse particulièrement, etc. Donc, voilà, ça va vraiment être un outil de conseil qui va vous permettre d'avancer encore plus. Et donc, après la visite, ils vont produire le rapport d'audit sur lequel les chargés de mission vont s'appuyer, qui va reprendre donc les critères non satisfaits, mais aussi tous les conseils et tout ce qui a été vu, notamment les bonnes pratiques dont je vous parlais tout à l'heure. Et enfin, les personnes externes à Teragir sont des consultants qui ont suivi une formation clé verte et qui sont donc qualifiés pour vous aider, pour vous former, etc. Donc, on a une grille avec des contacts que nous pouvons vous donner sur demande. Et on a également des acteurs dans les territoires, donc soit des CCI, des chambres de commerce, soit des ADT, donc des offices de tourisme en gros, qui proposent des dispositifs complémentaires aussi. Il faut savoir que le taux de réussite donc, des candidats est plutôt élevé, entre 85 et 89% selon les dernières années. Donc ça, c'est grâce à notre accompagnement. On cherche vraiment à pousser votre démarche pour que vous soyez labellisé. C'est vraiment le but. C'est pas du tout... on veut vraiment vous aider le plus possible. En ce qui concerne le calendrier, donc les candidatures cette année sont ouvertes depuis le 20 janvier et jusqu'au 15 avril.
Ça, c'est pour les premières candidatures. Après, pour ceux qui doivent renouveler leur label et qui n'ont pas d'audit, on vous a jusqu'au 30 juin pour déposer votre dossier, mais ça ne doit pas trop vous concerner. Les audits se font la première année, la deuxième en cas de labellisation, et ensuite, c'est tous les 3 ans. Et ils se font entre avril et juin. Il n'y en a pas normalement entre juillet et août, afin de, voilà, de vous laisser faire votre saison un peu plus tranquillement. Et ils reprennent ensuite de septembre à octobre, en gros, pour un jury fin octobre ou début novembre. Après le jury, si vous n'avez pas été labellisé, vous avez le moyen de déposer un recours. Et dans ce cas-là, vous avez, il me semble, 2 semaines pour récupérer toutes les pièces justificatives, pour valider tous vos critères et pour passer en jury de recours et pour réessayer de tenter votre chance. Le taux de renouvellement est également très bon, 92%, en sachant que voilà, il y a toujours des fermetures d'établissements, etc., donc, qui empêchent le renouvellement. Mais voilà, encore une fois que la démarche est ancrée, normalement, le renouvellement n'est pas si compliqué, et puis on reste toujours là à vous accompagner. Les outils d'accompagnement sont tout d'abord la plateforme professionnelle qui va regrouper toutes vos informations. On a quelques onglets qui vont répertorier voilà, votre capacité d'accueil, le nombre de salariés, vos identifiants, vos adresses de contact, etc. Tout ça. On a en bas à gauche, on a les indicateurs. Donc ça, c'est ce qui va servir à répertorier votre consommation d'eau, d'électricité ainsi que votre production de déchets. Donc une page très importante qui permet de faire aussi la comparaison sur plusieurs années. On a également mon plan d'action qui va servir aux critères plan d'action dont nous parlerons un peu plus tard lors d'un atelier. On a également le questionnaire environnemental qui va reprendre tous les critères et va vous permettre de répondre oui, non ou non applicable à chacun, ainsi que le diagnostic, le diagnostic environnemental qui va vous faire le bilan en fait, de ce que vous arrivez à faire, de ce qu'il vous reste à faire dans certaines thématiques, etc. C'est ici également que sera mis votre rapport d'audit ainsi que le retour du jury. Mais tout ça, on va en parler plus en détail lors d'un atelier. Ensuite, on a les documents ressources. On a 4 types de documents. On a les modèles pour tous vos affichages. On peut vous procurer des modèles pour éviter que vous soyez un peu perdu là-dessus. On a le catalogue solutions qui répertorie en fait des fournisseurs qui peuvent vous aider à remplir certains critères. On a les bonnes pratiques qui vous permettent, encore une fois, d'aller plus loin dans la démarche grâce à un témoignage d'un établissement qui a mis en place une solution. Et enfin, on a des guides. Donc, pour l'instant, on en a un sur l'accueil des personnes en situation de handicap. Et enfin, ce qui peut vous intéresser, c'est la tarification. Donc, celle-ci a 2 composantes. On a tout d'abord les frais d'audit. Donc, encore une fois, la première année, la deuxième, puis tous les 3 ans. Donc, ils ne sont dus que les années d'audit et qui vont de 360 à 410 € selon les établissements. Et ensuite, on a les frais de participation au label qui, eux, sont dus chaque année et correspondent aux frais d'études, d'accompagnement des dossiers et également de la valorisation du label dont on va vous parler un peu plus tard. Donc, ceux-là peuvent être un peu plus élevés, mais ça dépend vraiment de votre capacité d'accueil. On fait vraiment une différence entre les petits établissements et les grands et on ne vous demandera pas le même tarif. Et je vais repasser la parole à Nathalie pour la suite. Merci Mylène. Une petite précision juste sur les modèles. Comme on est en cours de déploiement de notre nouvelle charte graphique, pour l'instant, il y a peu de modèles sur la plateforme, mais ils vont arriver courant en printemps. On est en train de travailler voilà, sur la mise à jour de ces différents modèles. Alors, pourquoi s'engager? Nous, forcément, on est convaincus qu'il faut s'engager et on est d'autant plus convaincus que pour nous, aujourd'hui, en fait, le train est en marche. Pour nous, la question, c'est plus de savoir s'il faut s'engager, c'est plutôt savoir quand est-ce qu'on va s'engager. Et forcément, notre vision, c'est que le plus tôt est toujours le mieux, plutôt que d'essayer de courir un peu après ce qu'il se fait. Alors, dans les raisons principales pour lesquelles s'engager, il y a évidemment le fait de contribuer à la transition écologique. Je pense qu'aujourd'hui, on a quand même une bonne conscience, et le Covid finalement a accéléré ça, la conscience en fait de l'interactivité, de l'interdépendance entre tous nos enjeux économiques, sociaux, de santé et écologiques. Et en s'engageant, vous allez en fait participer à ce que votre activité ait moins d'impact sur l'environnement. Donc, protéger la biodiversité, préserver la ressource eau, diminuer vos émissions de gaz à effet de serre,
Ce faisant, être un de ces petits oiseaux qui participent globalement, quand on cumule aujourd'hui les 25 millions de nuitées, à diminuer l'impact de l'activité sur le réchauffement climatique ou à préserver la ressource en eau, par exemple. Donc ça, c'est vraiment la première thématique. Et ce qui est important, c'est que ce faisant, vous participez aussi à préserver votre destination touristique, puisqu'un territoire dégradé d'un point de vue environnemental est forcément une destination touristique qui est moins attractive. Ensuite, il y a évidemment l'enjeu de la clientèle. Aujourd'hui, on a quand même un nombre d'études conséquentes qui montrent les attentes renforcées de la clientèle en termes d'engagement et de responsabilité des entreprises et des acteurs du tourisme en particulier. Et cette évolution, elle est marquée par une nette accélération dans le temps. En mars 2018, quand je suis arrivée chez Teragir et que je faisais mes premières présentations, on parlait de 66% des Français qui jugeaient indispensable le tourisme responsable. On était dans le jugement, on n'était pas vraiment dans l'action. 2 ans plus tard, en 2019, on avait 87% des personnes interrogées qui affirmaient vouloir voyager de manière plus responsable. Et on a une étude de 2021 qui montre que 1% des voyageurs ont l'intention de réserver un hébergement durable. Là, on est vraiment en fait dans la concrétisation de ce que peut être cet engagement en fait pour les voyageurs. Ils commencent à le traduire vraiment en actes dans leur pensée. Ça concerne aussi bien le voyage de loisirs que le voyage d'affaires, puisqu'en fait, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont des engagements RSE qui sont forts et qui veulent traduire ces engagements dans leurs actes d'achat également, et notamment leurs actes d'achat de séminaires et de voyages d'affaires pour leur personnel. Ensuite, le deuxième aspect économique, c'est de diminuer les charges d'exploitation, diminuer ses consommations en énergie, ses consommations en eau, diminuer son volume de déchets produits, partir sur des gros conditionnements, installer des distributeurs de savon, rationaliser ses achats, par exemple, de produits d'entretien ou ses achats alimentaires. Ça permet de faire des économies ou tout du moins d'augmenter la qualité, par exemple, sur les achats alimentaires en prenant peut-être des produits locaux sans intermédiaire, mais pour le coup qui sont bio, parce que voilà, on a enlevé une étape avec un intermédiaire et ça nous permet d'acheter de la meilleure qualité et des produits locaux. Donc cette partie-là, elle est importante. Et l'autre point que je n'ai pas écrit ici, mais qui est important et que je cite souvent à cette occasion, c'est aussi de la bonne gestion par rapport au fait d'anticiper des futures réglementations. Il vaut toujours mieux, via un label ou même sans label, avoir anticipé ce qui allait tomber comme réglementation et mettre en place les choses avant que ça arrive et que là, il y a un effet d'aubaine de prestataires qui, d'un seul coup, augmente un peu leurs tarifs pour que vous puissiez être en phase avec les réalités. Nous, en fait, quand on pense nos critères, on est souvent un peu avant-gardiste sur ce qui va tomber. Donc, la suppression, l'interdiction des lampes halogènes, c'est quelque chose qu'on avait anticipé depuis plusieurs années. La diminution du volume de déchets plastiques, c'est quelque chose qu'on avait aussi anticipé. Donc, c'est aussi de la bonne gestion, anticiper ces différentes choses. Ensuite, voilà, ce qui est très important pour nous, c'est vraiment l'aspect social, sociétal et l'ancrage sur le territoire. Une labellisation, un projet de labellisation, même sans labellisation, un engagement fort dans le développement durable, ça inclut aussi toute cette dimension sociale. C'est quelque chose qui est important déjà pour les équipes des établissements. C'est un beau projet fédérateur de RSE à mener avec vos équipes. C'est quelque chose qui est attendu fortement par les jeunes générations que vous souhaitez peut-être recruter et fidéliser. On sait qu'on est dans un secteur d'activité qui a des enjeux forts en termes de recrutement et de fidélisation du personnel, et notamment pour tout le personnel qui travaille à l'entretien des parties intérieures ou extérieures. Ça veut dire leur proposer de travailler avec des produits d'entretien qui sont sains pour l'environnement, mais qui sont sains également pour leur santé. C'est vraiment loin d'être négligeable. Ensuite, vous participez aussi à un meilleur ancrage de votre établissement sur le territoire, en faisant la promotion d'activités durables proposées par des acteurs du territoire, par exemple des éco-guides, ou en faisant des achats locaux sans intermédiaire, ou en permettant à des producteurs, des artisans locaux de venir valoriser leur production au sein de vos établissements. Et enfin, le dernier point pour lequel la plupart des gens viennent nous voir aussi, c'est clairement pour la reconnaissance et la communication. À partir du moment où on est labellisé Clé Verte, on dispose de la plaque Clé Verte, on dispose du droit d'utiliser le logo tant qu'on est labellisé. Donc, à partir de ça, c'est à chaque établissement de s'en prévaloir et de valoriser aussi ses actions pour montrer tout ce qu'il fait. Et nous, bien sûr, à notre niveau, on fait un travail de communication. Donc, on a le site Clé Verte, le site Green Key, on a nos réseaux sociaux qu'on anime. On a des opérations de relations presse et notamment au moment de la cérémonie Clé Verte chaque année en janvier. Et on travaille beaucoup sur le référencement de nos établissements.
Et ça, c'est des choses qui ont beaucoup bougé ces dernières années. Donc, il y a 2-3 ans, on avait de plus en plus de sites qui se créaient, qui étaient des sites spécialisés sur la réservation d'hébergement durable. La grande nouveauté depuis fin 2021, c'est que les gros sites, les mastodontes parmi les OTA, se mettent aussi à reconnaître les établissements labellisés. Donc, avec le label Clé Verte, Green Key, aujourd'hui, on peut automatiquement obtenir le badge Sustainable, durable, sur Booking. Ensuite, si vous allez remplir la partie Booking, vous pourrez mieux expliquer ce que vous faites, mais le simple fait d'avoir le label et que nous, on communique à Booking cette information, vous faites partie des lauréats, permet l'affichage de ce badge. La Google Travel Initiative et TripAdvisor sont en train de travailler sur les mêmes bases que Booking pour participer à la reconnaissance des établissements engagés. Voilà ce que je voulais vous dire sur les principaux motifs d'engagement et sur le travail qu'on faisait aussi en termes de reconnaissance et de communication. Et du coup, Mylène et moi, nous sommes toutes disposées à répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. Donc, merci beaucoup pour cet exposé. Merci aux intervenants. Hein, c'est très précis, ça donne vraiment envie d'y aller et surtout que bon, c'est très encadré et c'est aussi avec le soutien de notre belle équipe. Alors, on en vient aux questions-réponses. On est tout à fait dans les temps et on est même en avance. Donc, je vous laisse la parole. Ah ben voilà. Oui, ben voilà, on a une première question de Benjamin du camping Pascalounet qui nous demande, alors, hop là, serait-il possible d'avoir des exemples de critères, s'il vous plaît? Oui, alors en termes de critères impératifs, plutôt, j'imagine que c'est ça qui vous intéresse le plus. Je ne sais pas si vous avez une thématique en particulier sur laquelle vous êtes intéressé ou si c'est vraiment les gros critères. Oui, bah déjà peut-être les critères principaux, Mylène, peut-être. Ok, parce qu'il faut savoir Voilà. Critères principaux, d'accord. Donc, il faut savoir qu'il faut déjà suivre vos consommations d'eau et d'électricité chaque mois. Donc, pour ça, on a l'onglet Mes indicateurs dont je vous ai parlé. Il faut vraiment répertorier votre consommation de façon mensuelle pour l'eau et l'énergie, donc électricité et gaz si vous êtes concerné. En termes de produits d'entretien, on va vous demander d'en avoir une certaine partie qui sera labellisée. Donc, EcoCert, Écolabel européen, etc. Tout ça, c'est marqué sur la notice des critères pour plus d'informations sur ces critères. Qu'est-ce que je peux vous dire? On exige également d'avoir une charte environnementale à partager aux clients et au personnel, des éco-gestes pour la sensibilisation des clients. Ça fait partie des modèles qu'on va vous mettre à disposition. Le plan d'action qui doit être tenu à jour pour prouver que voilà, vous êtes vraiment dans une démarche d'amélioration continue et que vous ne vous arrêtez pas à faire ce qui est un peu le minimum. On a également l'interdiction des halogènes, des lampes halogènes. Le tri sélectif, bien sûr, doit être mis en place, évidemment. La gestion des déchets dangereux également. On a un critère aussi sur le contrôle du débit d'eau dans les douches ou au niveau des robinets qui existent. On a aussi pas mal de critères sur vos équipements. Donc, avoir des machines, lave-linge, lave-vaisselle qui sont performants d'un point de vue énergétique et d'un point de vue du point de vue de la gestion de l'eau également. C'est important. Je pense que ça donne un bon premier aperçu. On est forcément banni l'usage de pesticides pour l'entretien des espaces verts, dans l'entretien courant des espaces verts. Après, s'il y a l'île de la Réunion, un épisode de chikungunya, voilà, on est capable de comprendre qu'il y a certaines situations sanitaires qui peuvent exiger certaines choses. Mais voilà, là, on parle vraiment de réglementation spécifique. On a une question d'Armel de l'hôtel Les Figuiers qui nous dit « Bonjour, j'ai un compte Clé Verte car je souhaite candidater depuis 3 ans, mais je n'ai jamais le temps de finaliser. Est-il possible de remettre à zéro mon compte afin de le remettre au propre ?» Alors, 2 options. Soit vous indiquez à Mylène donc, quel est votre compte, elle le supprime complètement et vous en recréez un. C'est peut-être le plus simple. Sinon, nous, on ne peut pas aller sur chaque critère et vider chaque chose. Ça, malheureusement, c'est pas possible aujourd'hui, mais tous les champs sont modifiables sur votre compte. Vous pouvez aller dessus et modifier les champs que vous avez déjà saisis.
On a une autre question de la part d'un hébergement qui s'appelle La Roquette. Bonjour, pensez-vous qu'il soit possible de nous envoyer les grilles selon nos catégories, camping, restaurant, etc., ou nous donner un lien afin que nous puissions voir concrètement comment nous pouvons tendre au mieux à la réalisation de ces critères? Je pense que le plus simple, c'est de mettre le lien pour aller directement là où ça vous intéresse. Je vais vous mettre dans la discussion. Et autre chose qui est important aussi, c'est que créer un compte sur la plateforme Clé Verte, la création du compte, c'est gratuit et c'est pas engageant. Donc, vous pouvez aussi créer un compte pour votre établissement et comme ça, vous voyez directement le questionnaire environnemental. Vous répondez aux questions et sans cliquer sur envoyer le dossier, vous allez sur la page Mon diagnostic et vous voyez où vous en êtes par rapport aux différents critères. Ça peut vous permettre de vous projeter et de vous dire, bah oui, je pense que je suis en capacité de candidater cette année ou non, il vaut mieux que je mette en place un plan d'action pour l'année prochaine. Ça peut être une bonne façon de vous juger, sachant que nous, au moment où les dossiers sont déposés, on n'a jamais un nouveau candidat qui a déjà des réponses positives à tous les critères impératifs, hein. C'est bien un processus d'accompagnement, c'est à fin septembre que tout doit être nickel. Voilà, ce qu'il faut vérifier, c'est votre capacité à travailler sur ce projet. Et puis effectivement, si vous manquez 40 critères impératifs, il ne faut pas y aller cette année. Mais si vous en manquez une vingtaine et qu'il n'y en a pas qui sont bloquants, on va dire, d'un point de vue infrastructure, vous pouvez tout à fait mettre en place un plan d'action pour y aller. Y a-t-il d'autres questions parmi les invités? Je vous ai mis le lien du coup pour aller voir les critères, mais en effet, ça peut être intéressant de remplir directement un questionnaire. C'est plus visible. Alors, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une question sur l'assainissement. Est-ce que le mode d'assainissement de l'établissement fait partie des critères? Le mode d'assainissement, non, mais la conformité aux réglementations nationales et locales, oui. On va vérifier voilà, que la distribution et la collecte au niveau de l'eau sont tout à fait en phase avec les obligations. Donc, soit vous êtes relié, soit vous avez votre propre système, mais il faut que celui-ci soit validé, effectivement contrôlé, pour qu'on puisse accepter. J'ai envoyé le lien pas aux bonnes personnes, pardon. On a une autre question de la part de Frédéric qui nous dit « Nous avons été soutenus dans le cadre du dispositif Tremplin pour la transition écologique qui mettait en avant le label Écolabel. Clé Verte est-il soutenu dans ce cadre aussi? Alors, non, tout simplement parce qu'en fait, c'est l'ADEME qui porte le fonds Tremplin et c'est l'ADEME qui développe l'écolabel européen. Donc, en fait, dans ce cadre, ils ont choisi de financer que l'écolabel européen. Néanmoins, deux choses qui me paraissent importantes. Dans le fonds Tremplin, et ça, c'est une nouveauté, c'est que toutes les actions autres que l'écolabellisation, mais les actions que vous voulez mettre en place, des transformations dans votre établissement peuvent être soutenues par l'ADEME, même si vous allez vers Clé Verte, il n'y a plus d'obligation d'aller vers l'écolabel européen pour obtenir ces aides. Et la deuxième chose qui me paraît importante, c'est qu'on a des tarifs au niveau de Clé Verte qui sont très progressifs selon la taille de l'établissement. Donc, nous, la plupart des établissements arrivent quand même à aller vers Clé Verte sans avoir besoin d'un soutien financier pour y aller. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions de la part de nos invités? N'hésitez pas. Bonjour à Monica qui nous écrit un petit mot. Qu'en est-il du recyclage des déchets organiques? Est-ce obligatoire? On a beaucoup de mal à trouver des solutions à la matière. Alors, selon les établissements, on n'a pas les mêmes. Je ne suis pas sûre que ce soit obligatoire pour tout le monde. Oui, Monica, quel type d'hébergement avez-vous, s'il vous plaît? Un hôtel? Un hôtel. C'est pas obligatoire pour les hôtels cette année. Et en revanche, effectivement, nous, on a parmi les solutions référencées sur le catalogue solutions, des solutions qui concernent la gestion de ce type de déchets. Donc, vous pourrez voir, c'est accessible, le catalogue solutions est accessible gratuitement pour les établissements qui sont inscrits sur notre plateforme. Donc, vous pouvez aller voir dans la rubrique outils et bonnes pratiques, catalogue de solutions sur la partie déchets. Il y a déjà une ou deux solutions qu'on propose, il me semble, et notamment, on en a une où le maître composteur est basé à Marseille, si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà. Il me semble qu'on a bien des contacts locaux.
Merci beaucoup. D'autres questions? Isabelle, Madame Milon, est-ce Oui, que voilà, vous j'allais avez reprendre quelque la chose? main, merci. Donc, maintenant, nous allons avoir un témoignage de l'Office de tourisme de Marseille. Nous allons écouter Estelle Lebris, s'il vous plaît, Estelle. Voilà, j'active mon micro. Merci Madame Milon, merci France Tourisme pour cette invitation et cette invitation au témoignage. Je vais faire très court parce que vous avez déjà extrêmement bien présenté à la fois les enjeux, les éléments de langage autour de cette ambition et de notre engagement vers un tourisme plus durable, plus responsable, décarboné, bien entendu. Donc, je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Je voudrais encore une fois vous remercier et saluer la qualité de l'accompagnement de Terragir sur cette labellisation clé verte. Cette qualité d'accompagnement, pourquoi? Parce que Terragir et donc ce label sont extrêmement disponibles, sont extrêmement simples, ont une éthique irréprochable. Lorsqu'on s'attaque à un référentiel de plus de 100 critères, ce que représente Clé Verte, on a l'impression, et vous êtes tous là aujourd'hui avec ces questions, de s'attaquer à l'Everest. Et en fait, Terragir nous permet vraiment pas d'affronter, mais de franchir les étapes avec beaucoup de simplicité. Je dis pas beaucoup de facilité, parce qu'il y a des moments sans doute d'interrogation et de petites difficultés rencontrées, mais tout ça se fait dans la plus grande des qualités, par Terragir. Donc ça, c'était vraiment quelque chose que je souhaitais souligner. Pour l'expérience de Marseille, donc comme le rappelaient Daniel Milon et Isabelle, nous avons démarré ce programme en 2020, qui était dans l'ambition d'un héritage de l'accueil du Congrès mondial de la nature. Donc nous souhaitions vraiment laisser un héritage à cette candidature que Marseille avait remportée dès 2018. Et ce programme a été très vite un succès. Alors, petit rappel, hein, en 2019, c'était encore moins facile d'entendre ces sujets-là ou d'aller vers une implication générale. Et dès la première année, nous avons eu 10 candidats, ce qui était un record national à Marseille. Alors, 2021 a été un peu plus discrète, eu égard essentiellement à la crise et à la difficulté que vous avez tous rencontrées, tous les professionnels sur cette période. Mais 2022 s'annonce d'ores et déjà extrêmement, comment je pourrais dire, puissant, Nathalie peut-être, puisque nous avons plus de 25 candidats actuellement qui se présentent au label pour 2022. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est vraiment vous encourager à rejoindre ce mouvement pour toutes les raisons qui ont été évoquées jusqu'à maintenant et bien entendu avec la facilité déconcertante que nous offre Terragir sur ce sujet-là. Je voudrais également vous présenter Alice Racine-Denoy, qui est avec nous, que vous voyez à l'écran, qui est un de nos hôtels labellisés à Marseille, qui est l'hôtel 96, qui se situe donc à la fois en zone urbaine et périurbaine, puisque nous sommes dans le 9e à Marseille, tout près du parc national des Calanques. Et donc, Alice Racine est labellisée, l'hôtel 96 est labellisé depuis l'année dernière. Et c'est un hôtel extrêmement vertueux, puisque ça a été notre Nathalie, aide-moi. L'établissement a été largement félicité par le jury, voilà, pour la qualité de son engagement. Pour ses bonnes pratiques et son engagement. Voilà. Alice, merci beaucoup de ta présence et puis je vais te laisser la parole. Merci, vous m'entendez? Oui. Merci de m'accueillir pour ce petit témoignage auquel je suis ravie de participer pour emmener dans l'aventure d'autres hôtels de la région. En effet, nous avons
on a pris connaissance du label à l'hôtel en 2019, puisque je viens de revoir les premières connexions au site du label, c'était en 2019. Et puis en 2020, en effet, on a pris le pas et on a été labellisé en 2020 pour finir les actions que nous avions déjà en partie mis en place sur l'hôtel. L'ensemble des critères, en effet, ça peut faire peur de voir tous ces critères à réunir et c'est un vrai engagement, mais c'est quelque chose voilà, de très, très satisfaisant et je trouve que ça donne aussi une autre ambition à notre métier du tourisme qui pour moi maintenant est indissociable du côté vertueux et responsable, un tourisme responsable. Nous avons mis en place quelques petites choses. Comme je vous le disais, on a construit notre hôtel en fait sur des fondements écologiques. Donc le label nous a permis de mettre en avant en fait ce que nous faisions depuis toujours. Et en effet, avec l'accompagnement de toute l'équipe, ça nous a permis de plus communiquer en fait sur tous ces critères-là. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent au niveau de la... on n'est plus dans la même chose. Maintenant, on a envie de prendre le train en marche, je trouve, et de le prendre encore plus. Donc, voilà, de regarder aussi d'autres critères. Là, moi, je suis en train de regarder d'autres critères qui sont toutes les consommations de gaz, enfin, des choses très, très pointues au niveau consommation. Mais c'est quelque chose qui est très, très vertueux. Et dans cette aventure, on emmène aussi notre personnel. Je trouve que c'est très intéressant aussi de ramener tous ces points-là de l'entreprise aux particuliers, en fait, finalement, d'arriver à faire prendre conscience à tous nos salariés que ce qu'ils peuvent faire aussi dans leur entreprise, ils peuvent ramener quelques petites choses chez eux, puisque c'est un problème, on va dire, qui est global, qui n'est pas juste réservé aux entreprises. Évidemment, je trouve que c'est une bonne image qu'on peut donner en fait, voilà, pour toutes les personnes qui travaillent avec nous. Est-ce que vous avez des questions? Je voudrais juste, si vous me permettez, les uns et les autres, dire à Alice que c'est vraiment un autre tourisme. On va appréhender, on va œuvrer pour le tourisme autrement. Et en plus, il y a le critère éducation, entre guillemets, vous venez de le faire ressortir, auprès des gens qui travaillent avec vous et qui vont ramener cette éducation dans leur famille et qui vont après être ambassadeurs. Donc, c'est exactement ce qu'on s'emploie à faire dans le mode du tourisme jusqu'à présent avec le mode ancien. Pour moi, c'est une remise, on repart à zéro et on voit les choses autrement. Enfin, j'exagère en disant on repart à zéro et c'est vraiment nouveau. Et même moi, les hôteliers, certains qui ne sont pas encore labellisés, et j'espère qu'ils le seront, m'en ont parlé en me disant on va regarder, on va changer notre système. Ça me revient en tête de robinetterie pour arrêter l'eau chaude, pour limiter l'eau chaude. Voilà, c'est bien, c'est très bien. Et ça, c'est fondamental. Et en effet, il y a quelque chose qui, je pense, va émerger dans les prochaines années et avec le Covid, même s'il a beaucoup d'inconvénients, même encore aujourd'hui, comme les gens on peut voyager, etc., on va un peu moins loin, donc ça participe aussi à ce que je trouve intéressant qu'ils trouvent sur leur territoire français de l'hôtellerie de qualité et respectueuse. Donc, il y a aussi un côté éducation de nos clients. Alors, je dirais que c'est un peu le plus compliqué, puisque c'est toujours compliqué quand on va à l'hôtel de se dire qu'on ne peut pas prendre une douche de 15 minutes parce qu'on est à l'hôtel. Vous voyez, donc ce genre de réflexion-là, on l'a toujours. Et il y a des petits engagements qui, à mon sens, chaque hôtelier doit mettre en place pour que justement notre clientèle continue à être là et continue à être présente, mais en ayant ce réflexe-là
de responsabilité, en fait. Bon, il faut être inventif, il faut être créatif parce qu'on a un produit commercial, donc il ne faut pas oublier que notre client, il est là pour être bien et être chouchouté. Mais je ne considère pas qu'on chouchoute un client si on lui permet de prendre une douche de 20 minutes, voilà, et que ce n'est pas grave si on lui fait comprendre que 10 minutes sous l'eau chaude, ça suffit. Enfin, voilà, ce genre de choses-là qui peuvent être mis en place et ça, pour toute la chaîne de tous les services qu'on a dans un hôtel, je pense qu'on peut y arriver. Mais il y a aussi une bonne part d'éducation de notre clientèle. Et d'information de la part des offices de tourisme qui couvriront vos actions en annonçant gentiment ce qui se passe sur ce territoire où on défend l'environnement et on défend l'avenir de leurs enfants. Exactement. Hein, parce que si on avait eu cette prise de conscience plus tôt, on n'en serait pas au bord des catastrophes écologiques. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Daniel, vous soulignez un point très important, c'est tout cet accompagnement en communication aussi, que ce soit de la part, bien entendu, de Terragir ou du label Clé Verte et de nos institutions qui sont là aussi pour soutenir les partenaires engagés. Et ça, je crois que ensemble et sur la valeur du territoire au global, il est tellement important que nous soyons porteurs de ce beau message et de ces beaux résultats qui encourageront de plus en plus de partenaires et de professionnels à nous suivre. Merci. Est-ce que Muriel Auger est là? Oui, tout à fait. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, pour Pierre et Vacances. Oui, tout à fait. Donc, moi, je représente donc Pierre et Vacances sur le site de Pont-Royal, en Provence, donc qui se trouve à côté de la commune de Mallemort. Donc, évidemment, le groupe Pierre et Vacances, depuis sa création, a toujours eu dans son ADN un petit peu cet ancrage local et le respect de l'environnement, avec la création du village d'Avoria en 1967. Hein, on remonte il y a quelques années. Et ce village intégré sans voiture, un village entièrement piéton. Donc, depuis toutes ces années-là, on a beaucoup avancé sur ce positionnement. Nous, sur le village de Pont-Royal, on est labellisé depuis 2012. Donc, on avance aussi en même temps que le label évolue. Nous, évidemment, on y voit un positionnement très fort de la marque Pierre et Vacances dans le monde du tourisme. Et on a une politique Clé Verte qui est vraiment très présente dans nos exploitations. L'intérêt évident, c'est qu'on a une très bonne visibilité de nos clients. Et aujourd'hui, c'est aussi un critère de sélection des clients. Ils sont extrêmement sensibilisés aux politiques qui sont menées dans les établissements dans lesquels ils se rendent. Alors ça, c'est valable pour le tourisme estival, pour nos clients individuels, mais c'est aussi et encore plus valable pour notre clientèle séminaire, puisqu'on a un centre d'affaires et qu'on développe c'est cette partie séminaire de plus en plus. Et la politique RSE est aujourd'hui un critère de sélection pour certaines sociétés qui souhaitent savoir l'établissement choisi pour leurs salariés pour passer un séminaire, quelle est la politique RSE qui est menée dans cet établissement, parce qu'ils sont aussi, bien sûr, dans leur monde professionnel, très sensibilisés à tous ces aspects de respect de l'environnement, et ils souhaitent bien sûr les retrouver quand ils organisent des séminaires. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau, mais qui va, je pense, s'inscrire dans la durée. Donc il faut aussi être préparé à ça, parce que évidemment tous les acteurs du monde économique, eux aussi sont très sensibles à ce positionnement. Donc nous, nos engagements évidemment, ils sont très présents par rapport à nos clients, à nos partenaires, mais aussi par rapport à nos collaborateurs. Donc évidemment, pour nos clients, c'est bien sûr d'offrir des destinations dans le respect de l'environnement, mais aussi et de plus en plus de remettre en valeur notre ancrage local. Pierre et Vacances, comme beaucoup d'établissements, j'imagine il y a beaucoup de confrères là qui sont là aujourd'hui. On est bien évidemment souvent situés dans des environnements uniques et que nos vacanciers viennent chercher
Donc, il faut mettre en avant cette richesse locale, nos partenaires, la gastronomie, tout cet environnement, ces partenaires avec lesquels on travaille au quotidien. Et c'est aussi, bien sûr, ce que viennent chercher nos clients. Donc là, on se positionne, nous, de plus en plus sur la remise en avant de cet ancrage local et le développement de nos actions avec ces partenaires locaux. Ce sont des associations comme Famille Rurale, mais ce sont aussi les jardins partagés qui mettent en avant la culture des légumes de proximité, etc. Donc ces trois positionnements importants, les clients, nos partenaires aussi, parce que nos partenaires doivent être sensibilisés aussi à la clé verte par notamment la partie restauration, parce que là aussi, il y a le tri des déchets, il y a toutes les évolutions plastiques, voilà, le recours au carton, voilà, tous ces points importants sur lesquels on demande à nos restaurateurs de s'engager également. Et puis, on a aussi, bien sûr, les équipes, hein, vous disiez tout à l'heure. On n'arrive pas, effectivement, à développer ce positionnement clé verte si nos collaborateurs ne sont pas convaincus. Donc, ça passe par des formes de formation, de sensibilisation aux éco-gestes et aussi leur fournir des produits qui sont éco-labellisés et bien sûr les convaincre du bien fondé de l'usage de ces produits pour la planète, pour aussi leur santé, parce que bien évidemment, ça a un impact aussi avec des usages de produits au quotidien. Le tri des déchets dans chaque corps de métier, que ce soit la propreté, nos agents techniques, nos jardiniers. On a aussi une mini-ferme au sein de notre village, puisque là, on a un environnement extrêmement important. Donc, on a des piscines, beaucoup d'espaces verts, une mini-ferme au sein de laquelle on pratique le compost et on communique à nos clients la possibilité de mettre en place le compost et c'est extrêmement bien vécu par les familles qui sont déjà dans leur quotidien assez sensibilisées sur le sujet et qui attendent dans le monde du tourisme qu'on le soit autant. Donc, on vient, papa, maman, les enfants, déposer son compost et la sensation d'avoir participé aussi à une belle action, y compris en vacances. Donc, le côté effectivement éducatif, il est très important parce qu'on a aussi au sein du village Pierre Vacances Pont-Royal des clubs enfants à travers lesquels on propose aussi des activités de sensibilisation à l'environnement, la culture des produits locaux et tout ce qui permet aussi aux enfants de, par exemple, trier les bouchons de bouteilles, de faire des activités dans le respect de l'environnement avec des matériaux de récupération. Voilà, donc toute cette partie éducative aussi qui est très importante pour nous parce que les enfants aussi sont très demandeurs, ils sont formés à l'école et ils sont très observateurs dans les lieux de vacances où ils se rendent, de savoir si ces activités sont aussi pratiquées dans ces endroits de vacances. Donc, nous, on est effectivement extrêmement convaincus de la démarche. Je crois encore plus aujourd'hui en sortie de Covid et là où nos clients sont de plus en plus demandeurs d'environnement, de qualité, de nature, de découverte de nos territoires. Le Covid a empêché nos touristes de partir à l'étranger. Ils se sont donc recentrés sur le tourisme français et ils sont repartis à la découverte des territoires, des régions, des producteurs locaux et du bien fondé, de participer aussi au développement des activités locales et puis la bonne qualité de nos produits, parce qu'on est quand même dans une région où on a des légumes assez exceptionnels, mais aussi beaucoup de gastronomie à y découvrir avec des producteurs locaux qui savent mettre leur production en valeur. Donc évidemment qu'on est ambassadeur de quelque part de clé verte aussi, hein, parce qu'on y croit et que notre politique RSE ne cesse de s'intensifier et qu'on va forcément continuer parce qu'on est convaincu du bien fondé. Voilà, je ne sais pas si j'étais un peu longue, mais
si certains d'entre vous ont des questions, parce que… C'est la passion de Pierre et Vacances qui vous porte, moi je crois que c'est ça. J'espère aussi qu'au niveau de l'éducation, les maires, ils s'en chargent un peu aussi dans les écoles, hein, parce que tous les tris, tout ce qui est plastique, tout ce qui est défense de l'environnement, tout ce qui est visite des lieux aussi, qui se battent pour garder l'authenticité et la beauté des sites. J'espère que les maires de notre belle Provence se donnent du mal. Sinon, c'est pas bien ça. Voilà, on va leur expliquer aux maires aussi. Hein. Bravo et merci. On va être obligé avec Isabelle de vous quitter pour une autre réunion. Est-ce que vous êtes d'accord pour continuer même entre vous si nécessaire et que je apporte un petit mot de conclusion là? Nelly, qu'est-ce que vous en pensez, chère amie? C'est parfait. Est-ce que vous avez des questions? J'aime bien le travail d'équipe, alors j'ai besoin de votre avis. Chers invités, si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas via le chat. Sinon, on les fera passer à Madame Milon et Isabelle plus tard, mais c'est le moment. Voilà, il y a Sandra qui nous remercie. Ah, c'est gentil ça. Nous, on vous remercie d'être là aussi. Et vous avez donc tous compris qu'il s'agissait de mettre en place un vrai accompagnement avec Terragir. Et donc, merci Mylène Hamon. Et avec l'équipe de Provence Tourisme, et plus particulièrement avec la dame qui a très bien orchestré, avec sa baguette magique, le jeu des questions-réponses, entre autres, c'est Nelly, hein, et son beau sourire. Donc, pourquoi? Pour vous simplifier la tâche, pour que vous ayez envie d'être nombreux, encore plus que 22, Estelle, sur le territoire de Provence, qu'on soit beaucoup à comprendre l'importance. Et je pense que c'est vrai que quelquefois, quand on se lance dans un processus comme celui-là, on peut se poser la question, oh là là, comment je vais faire encore de la paperasse, encore des dossiers, encore. Je me rappelle en 2001 que quand j'ai interrogé tous les viticulteurs de Cassis pour savoir pourquoi ils ne se lançaient pas tous dans le bio, ils m'ont répondu, franchement, ça va être trop lourd comme mise en place. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un qui n'est pas en bio et qui va y venir. Donc, on ne va pas attendre si longtemps et c'est pour ça qu'on va vous aider. On va vous aider pour avoir un processus simplifié, un process simplifié et pour qu'on ait un maximum de labellisés. Et également, nous paierons les frais fixes, le montant des frais fixes pour vous aider à vous lancer dans ce process. Voilà ce que je voulais vous dire. On fait le maximum et j'espère que vous serez vraiment nombreux. Et on refera un point quand, Isabelle? Dès que besoin, on sera là avec Nelly, évidemment, sur le terrain, mais aussi Karine, plus globalement, sur la question du tourisme durable, et puis, évidemment, moi. On fera aussi des réunions avec les offices du tourisme, parce qu'ils vont être aussi très engagés à nos côtés, parce que l'accompagnement, il va être évidemment à tous les niveaux. Donc, vous pouvez compter sur nous. On est à votre écoute et n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous pouvez compter sur nous, mais nous, on compte sur vous. Oui, c'est dans les deux sens. Voilà, merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Mylène, Au revoir, Nathalie, merci. un mot pour conclure peut-être? Oui, écoutez, merci à tous ceux et toutes celles qui étaient présents aujourd'hui pour cet atelier de sensibilisation. Et le principal message qu'on voulait vous donner en conclusion, c'est qu'il y a un atelier opérationnel de préparation des candidatures qui va se mettre en place. Et donc, on vous donne rendez-vous, c'est le 24 février, c'est bien ça, pour cet atelier. Voilà, pour tous les établissements donc, qui ont le souhait de préparer une candidature. Mylène vous accompagnera de façon très concrète, hein, avec votre ordinateur, votre dossier, et là, ensemble, vous travaillez, vous parcourez le questionnaire environnemental pour répondre à chaque question et comprendre bien quel est l'attendu derrière chaque critère, recevoir des conseils. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment un moment qui vous permet de ressortir de l'atelier avec déjà un dossier très avancé et aussi de rencontrer les autres acteurs qui se lancent à ce moment-là. Et c'est toujours assez chouette d'avoir aussi cet esprit un peu d'équipe où tous ensemble, on essaie de réussir un challenge. Ça participe à motiver chacun d'entre vous en général. Merci beaucoup, Nathalie. Est-ce qu'on aura la possibilité d'avoir une petite présentation qu'on pourra joindre, qu'on pourra envoyer à nos invités? Bien sûr. Super, très bien. Et du coup, on remettra tous les contacts qui pourront vous aider
à entrer dans cette démarche. Voilà. Ben, merci à tous, en tout cas, d'avoir été présents ce matin, si nombreux d'ailleurs. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin d'un complément d'information. Et ben, au nom de toute l'équipe de Provence Tourisme et de Terragir, nous vous souhaitons une très belle journée et à très bientôt. Au revoir. Merci, Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir, merci à tous.